droit culturel et référentiel d'évaluation, première partie sur l'utilité sociale. Alors, c'est une visioconférence qui est organisée donc par l'UFISC en lien avec un collectif pour une démarche de progrès autour des droits culturels et en lien avec OPAL qui porte la mission de centre de ressources sur le dispositif local d'accompagnement. Et je vais donc vous présenter cette présentation qui va se décliner aujourd'hui sur des angles d'analyse autour de la question des droits culturels, de l'utilité sociale pour les projets culturels et des formes d'évaluation. Je vous propose de prendre 4 temps sur cette présentation. Un premier temps, évidemment, pour vous présenter quelle est la démarche et quel est le cycle de travail dans lequel nous nous engageons, puis de reprendre un temps sur le référentiel d'action et d'évaluation que représentent les droits culturels et enfin de passer à la question de l'utilité sociale à travers son émergence de l'intérêt général à des conventions d'utilité sociale. Nous irons dans un dernier temps sur la question des modes d'évaluation comme enjeu de débat démocratique puisque c'est ce que ouvre la question de l'utilité sociale. Tout d'abord, une présentation rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, dont je suis déléguée générale. Donc, l'UFISC est une fédération professionnelle du secteur artistique et culturel qui est née en 2000, qui rassemble aujourd'hui 16 membres dans des domaines très diversifiés, dans le champ du spectacle vivant, art de la rue, le théâtre, les musiques, les marionnettes, mais également le champ des arts visuels, du numérique ou des médias associatifs tels que les radios. Elle rassemble différentes activités autour des logiques de création, de diffusion, d'action culturelle ou d'accompagnement des pratiques et crée un espace collectif de réflexion et d'action autour des logiques d'initiatives privées issues de la société civile se reconnaissant d'un espace socio-économique dans le champ de l'économie solidaire et revendiquant une contribution à la co-construction de l'intérêt général. L'UFISC est à la fois un outil de travail collectif, un espace d'outillage coopératif et un accompagnateur de la structuration professionnelle et des démarches de co-construction des politiques publiques. C'est en ce sens qu'elle travaille aujourd'hui autour des logiques de droit culturel et d'évaluation dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Nous travaillons en partenariat avec OPAL, l'association OPAL, qui intervient depuis longtemps sur le champ de l'accompagnement des porteurs de projets artistiques et culturels d'utilité sociale et tout particulièrement des associations ainsi que des acteurs qui les accompagnent elles-mêmes, l'État, les collectivités locales et les réseaux comme les nôtres. OPAL est depuis 2005 porteur de la mission de centre de ressources pour le dispositif local d'accompagnement en lien avec différentes fédérations et travaille justement en proximité à accompagner notamment les associations et les structures d'utilité sociale artistique et culturelle dans l'ensemble de leurs projets associatifs. Et c'est dans ce cadre que nous avons un partenariat d'action sur la question des droits culturels et de l'évaluation de l'utilité sociale. Ce partenariat s'exprime tout particulièrement dans le cadre du collectif que nous avons initié depuis maintenant un peu plus d'1 an pour une démarche de progrès autour des droits culturels. Ce collectif, vous le verrez, rassemble plusieurs partenaires et il cible 3 objectifs principaux. D'abord, de sensibiliser et de mettre en action une dynamique d'acteurs diversifiés autour de la question des droits culturels qui émergent dans le champ artistique et culturel, mais bien plus largement dans le champ du social, de l'économique, de la vie, de la construction des modes de vie de manière générale. Ce collectif qui se construit souhaite consolider un processus qui se révèle à la fois prospectif et pragmatique pour la mise en travail des droits culturels et surtout de leur effectivité, à la fois dans les pratiques, mais aussi dans les cadres normatifs. Et ce processus, pour nous,
doit pouvoir se jouer à travers à la fois l'appropriation des principes et des cadres de travail, mais aussi à travers la construction de problématiques, à travers la question des diagnostics partagés et la capacité de faire des propositions, de repérer des pratiques, de suivre des expérimentations pour voir comment s'engager sur une progression des pratiques à la fois professionnelles et citoyennes qui puissent mieux prendre en compte ces droits culturels. Enfin, il s'agit également pour nous d'élaborer des préconisations collectives et des propositions d'accompagnement pour l'évolution des cadres normatifs, mais également pour mieux outiller les acteurs ainsi que les partenaires de l'accompagnement et les partenaires publics dans cette progression et pour cette progression des pratiques. Cette démarche est conduite à travers un large collectif de travail qui se construit maintenant depuis 2-3 ans, qui est un collectif de travail ouvert et qui souhaite réunir à la fois des réseaux d'acteurs artistiques et culturels, que ce soit les membres évidemment de l'UFISC, tels que la FRAP, la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens, que ce soit le SINAVI, le Syndicat national des arts vivants, que ce soit la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musique actuels, dans les arts de la rue, dans les musiques et danses traditionnelles, dans le champ des musiques du monde aux musiques actuelles, mais également le champ du livre avec les éditeurs indépendants ou l'Association internationale des libraires francophones qui travaillent également à cette question des droits culturels. Plus largement, nous faisons du lien avec le champ de l'économie solidaire, le champ des associations dans le milieu du social ou de la ville à travers des partenaires comme le collectif des associations citoyennes ou le mouvement pour l'économie solidaire. Nous avons également la réflexion à croiser avec le champ des communs et donc savoir commun, le collectif sur les communs de la connaissance essaye d'être également partie prenante de cette réflexion, mais également des partenaires plutôt dans le champ des politiques publiques, que ce soit évidemment le ministère de la Culture à travers son secrétariat général, sa chargée de mission au secrétariat général, ou la plateforme interrégionale des agences pour la culture, par exemple, ainsi que des structures d'accompagnement et sans oublier le milieu de la recherche, puisqu'il nous semble très important de pouvoir construire toutes nos actions dans un processus de partenariat acteurs-chercheurs, comme depuis longtemps dans l'UFISC, et on verra notamment que la question des référentiels justement d'évaluation se forme dans des logiques de convention qui réunissent généralement les regards de cette diversité d'acteurs, aussi bien politiques publiques, acteurs qui initient des activités et des actions sur le terrain, mais aussi l'espace des chercheurs. Donc, nous espérons justement à travers ce collectif pouvoir continuer ce parcours d'interconnaissance et d'analyse partagée autour des droits culturels. C'est quelque chose que nous avons commencé depuis l'année dernière, sur 2017-2018, à travers différents temps de sensibilisation et d'analyse, mais aussi des productions écrites ou audio que vous pouvez retrouver sur le site internet www.culturesolidarité.org, qui est largement ouvert et qui reprend les différentes ressources que nous avons pu soit recueillir, soit élaborer au cours de cette première année de travail. Justement, cette première étape et cette première démarche de travail nous a amené à penser des perspectives pour cette démarche de progrès autour des droits culturels. Nous avons posé un certain nombre de chantiers collectivement, en posant d'emblée l'exigence des droits humains et en essayant de le poser de manière pleine et positive, c'est-à-dire de réfléchir non pas à des espaces d'exception à une règle dominante, mais bien plutôt de construire un système qui appelle à une dynamique transformatrice. Et c'est dans ce cadre-là que nous instruisons donc une nouvelle étape de travail en collectif autour de 3 axes, de continuer à sensibiliser et mobiliser autour de la question des droits culturels en s'appuyant d'abord sur les initiatives de terrain, sur les initiatives de réseau et en croisant
des espaces de recherche et de travail sur ces questions, en ayant également un axe de formation et d'outillage pour, comme je le disais, élaborer de nouveaux modes d'accompagnement, de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils pour progresser dans nos pratiques. Et enfin, parce que cela nous semble indispensable et parce qu'il nous semble que nous débutons le chemin sur la question des droits culturels et de sa mise en travail, il nous faut aussi pouvoir approfondir nos thématiques, nos problématiques, nos questionnements, justement dans des cadres de processus acteurs-chercheurs, et de mieux argumenter, peut-être aussi pour justement appeler à un changement, à un renouvellement de politiques publiques et de cadres normatifs. Donc c'est un peu dans ce cadre de l'axe 2 du travail sur la formation et l'outillage que nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'élaborer des préconisations et des outils de sensibilisation pour une appropriation et une progression des pratiques. Et donc, nous formulons le souhait, enfin nous avons le copil de ce collectif a formulé le souhait de penser sur l'année 2018-2019 un processus de travail autour des référentiels d'évaluation, autour de temps d'appropriation de ces référentiels, puis d'un séminaire de travail et d'une analyse partagée, justement pour construire nos pistes d'accompagnement pour une amélioration continue, on va dire, dans la pratique des droits culturels. Et nous allons vous proposer donc toute une suite de webinaires, dont celui-ci est le premier. Donc aujourd'hui sur l'utilité sociale, et on reviendra évidemment sur la notion des droits culturels en préalable. En décembre, un webinaire sur la question des guides d'amélioration continue des bonnes pratiques qui a été construit dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui découle de la loi notamment votée en 2014 sur l'économie sociale et solidaire. En janvier 2018, nous vous proposons de revenir sur les démarches de progrès dans l'économie solidaire qui sont une évaluation de démarches justement d'amélioration des pratiques depuis plus de 20 ans. En février 2019, pardon, je me suis trompée, en janvier 2019, évidemment, vous l'aurez compris. En février 2019, nous vous proposons de revenir sur le référentiel des communs, à travers un peu les principes qui s'instituent sur la question des communs. Et en mars 2018, revenir sur l'approche basée sur les droits de l'homme. Ce qui nous permettra donc en avril 2019 de construire ce séminaire de travail une fois appréhendé ces différentes notions pour voir comment mieux articuler peut-être ces référentiels et avancer sur des pistes d'accompagnement. Donc, il était difficile de commencer cette première présentation sans se remettre à minima à niveau sur la question des droits culturels, d'où la proposition de ces quelques diapositives sur les droits culturels comme nouveau référentiel politique et éthique. Donc, d'où vient les droits culturels? J'ai choisi aujourd'hui de vous le présenter plutôt dans le cadre des politiques publiques, c'est-à-dire de revenir à la notion des droits culturels inscrite dans le cadre des textes internationaux et aujourd'hui nationaux, pour voir justement comment ils nous proposent de construire dans ce cadre-là un nouveau mode de travail, un nouveau référentiel pour les pratiques des acteurs artistiques et culturels. Ce que l'on voit, c'est donc que les droits culturels sont inscrits depuis déjà quelques temps dans les textes internationaux qui ont été ratifiés et adoptés pour certains par la France, et que on a vraiment passé une étape avec l'article 103 de la loi NOTRe, la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui indique donc que la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels. Et pour la première fois, nous avons dans la loi française une affirmation d'une responsabilité publique assise sur le respect des droits culturels des personnes. On retrouvera cet article dans l'article 3 de la liberté de création artistique, architecture et patrimoine, qui dit donc une loi plus sectorielle, qui dit que l'État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels, une politique de service public, d'ailleurs construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
Ce cadre législatif s'inscrit également dans un moment de dynamique de réflexion, de construction, voire de mise en œuvre qui a été opéré déjà depuis plusieurs années par un ensemble d'acteurs, à la fois des réseaux d'acteurs artistiques et culturels, comme par exemple les LUFISC ou d'autres acteurs dans le champ culturel, la COFAC ou autres, mais également des réseaux de collectivités et on peut souligner notamment les textes issus de la Fédération nationale des collectivités pour la culture, la FNCC, qui a souhaité, dans son texte d'orientation de 2013, qui s'appelle « Des politiques culturelles pour les personnes par les territoires », exprimer justement un renouveau des politiques publiques à travers la prise en compte des personnes. On a également évidemment des expériences que l'on a connues autour des mises en œuvre d'Agenda 21 ou d'autres approches par des logiques de concertation territoriale ou de co-construction qui ont appelé déjà à renouveler un petit peu cette considération des politiques publiques culturelles à travers une meilleure appréhension des personnes et des initiatives de territoire et qui vont faire lien d'ailleurs avec les logiques des droits culturels. Car qu'est-ce que sont ces droits culturels? Donc simplement quelques éléments de repère pour une définition des droits culturels. Elle s'appuie d'abord et avant tout sur l'extrait du préambule et de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque les droits culturels sont avant tout des droits inscrits dans les droits humains, l'ensemble indivisible et universelle des droits de l'homme, qui considère que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc c'est vraiment à partir de cet ensemble des droits humains qu'on va pouvoir réfléchir les droits culturels à partir d'une considération élargie du terme de culture, donc pas limitée aux questions de liberté d'expression artistique, mais bien autour des valeurs, des croyances, des convictions, des langues, des savoirs et des arts, des traditions, des institutions et même des modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. À partir de là, on va pouvoir aller sur une définition qui, comme vous le comprenez, pose l'exigence et le respect de l'égale dignité humaine de la personne en construisant des droits, des libertés, des responsabilités autour de la personne comme reconnu comme un être qui est producteur de culture, qui est conducteur de sens, qui contribue à la question de la représentation du monde et la construction des modes de vie. Donc, comme je vous le disais, ce référentiel est basé sur l'ensemble des droits humains, ensemble universel, indivisible et dans l'interdépendance des droits humains. Et ils se construisent donc d'abord comme une norme politique qui fait à la fois éthique politique, mais qui doit aussi être déclinée de manière effective, à la fois de façon juridique, mais aussi en termes de responsabilité commune, c'est-à-dire dans les pratiques, dans les façons de faire culturelles, économiques et sociales. Donc, comme on le disait, les droits culturels qui expriment l'identité des personnes et qui permettent, comme on le dit, de faire humanité ensemble, c'est-à-dire d'avoir une logique de devoir de reconnaissance de l'interdépendance entre les êtres humains, vise à une progression de la liberté, de la responsabilité et de la capacité, c'est-à-dire du pouvoir d'agir, on pourrait dire, des personnes. Il ne s'agit pas d'accéder à un bien culturel, mais bien de construire une relation digne entre les personnes en leur reconnaissant à la fois leur propre forme d'identité culturelle, mais également en leur reconnaissant la possibilité de participer, d'accéder et de contribuer à ces ressources culturelles qui sont nécessaires au processus de cette identification culturelle développée tout au long de la vie.
Comme je le disais, cette articulation entre les droits culturels et l'ensemble des autres droits humains, la manière de penser les droits culturels comme fondamentalement la reconnaissance de la dignité de l'autre, appelle à une logique de faire humanité ensemble, c'est-à-dire d'inscrire non pas un universalisme abstrait, mais un universalisme de la diversité culturelle humaine. Et donc, elle nécessite un travail permanent de travail autour des référentiels culturels. Elle implique quelque part une discussion constante entre les différentes libertés des personnes. En ce sens, la diversité culturelle est un commun de l'humanité et se bâtit de façon forcément dynamique, en prenant en compte à la fois les parcours de vie des personnes, ce qu'elles construisent en termes d'identification culturelle, d'identité culturelle tout au long de la vie. Et évidemment, cette identité culturelle, elle doit également prendre en compte la question des territoires de vie, des territoires sur lesquels les personnes se construisent. Voilà. Je vais un peu vite, j'espère que n'hésitez pas à faire des remarques ou à poser des questions si vous le souhaitez. Mais donc, ces droits culturels impliquent de fait le droit pour les personnes à la fois de participer et d'agir, de participer, c'est-à-dire de pouvoir agir librement en choisissant son identité culturelle, d'accéder au référentiel culturel, c'est-à-dire de connaître et comprendre sa culture et celle des autres, notamment par l'éducation et l'information, mais également de pouvoir contribuer, c'est-à-dire de participer à l'expression, à la représentation symbolique du monde, à la création également. Cette définition des droits culturels permet également de mettre en valeur la dimension culturelle des autres droits humains. C'est-à-dire que on a bien une réflexion sur les référentiels culturels qui participent à l'ensemble de l'organisation de nos modes de vie et donc qui vont devoir pouvoir aussi réfléchir aux questions de santé, aux questions d'alimentation et de qu'est-ce qui fait référence culturelle et donc comment construire ces droits à la santé, ces droits à l'alimentation en prenant en compte la question des références culturelles. Les obligations de respect de ces droits culturels, comme l'ensemble des obligations qui construisent l'effectivité des droits humains, obligent ou imposent, exigent également la construction d'une responsabilité publique qui s'affirme notamment au travers d'un certain nombre de politiques publiques, d'interventions publiques qui vont se faire, on va dire, entre trois grands axes d'intervention. Celui de pouvoir respecter les droits culturels des personnes. Et donc là, on est plutôt dans l'exercice de la liberté des personnes et donc il va y avoir quelque part une responsabilité pour s'abstenir d'entraver l'exercice des droits culturels, celle de la protection, donc faire en sorte que nul ne puisse entraver l'exercice du droit, on va protéger les personnes dans l'exercice des droits, et enfin la question de la mise en œuvre, c'est-à-dire l'adoption de mesures appropriées pour garantir le plein exercice de ces droits aux personnes. Je vous renvoie évidemment à quelques références, quelques textes de référence qui vont pouvoir vous permettre d'aller plus loin sur cette question des droits culturels pour ceux qui sont moins, pour le moment, qui ont moins travaillé ces questions, notamment évidemment la déclaration de Fribourg issue du groupe de Fribourg en 2016 qui redonne un certain nombre d'éléments inscrits dans les textes internationaux qui produit un recollement, on va dire, de la manière dont la notion des droits culturels est contenue dans les textes internationaux dans un texte unique qu'est la déclaration de Fribourg. Et puis l'observation générale numéro 21 également sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le PIDESC, qui dès 1966 pour ce pacte affirme la question des droits culturels et la possibilité, le droit de tous de participer à la vie culturelle et qui, à travers cette observation numéro 21,
donne des axes de travail et d'effectivité pour les droits culturels. Donc, les droits culturels, changement de paradigme ou simple adaptation. C'est vrai que on a un premier temps aujourd'hui qui est celui de l'appropriation, à la fois par les acteurs, comme ça a été dit, et par les collectivités publiques, de ce que sont les droits culturels. Ils apparaissent dans la loi depuis 2015, 2016 pour la loi LCAP, la loi création, architecture et patrimoine, et on voit qu'ils ont donné lieu à de nombreux débats pour voir parfois de craintes ou de difficultés à les accepter ou en tout cas à les appréhender en se demandant si il n'y avait pas aussi dans les droits culturels des risques pour les politiques culturelles et les pratiques culturelles. Ils ont aussi parfois été appréhendés à travers des logiques d'outils ou de modes de faire. Et dans le collectif pour une démarche de progrès sur les droits culturels, on s'est justement questionné sur cette question du changement de paradigme ou d'adaptation des pratiques. Et il nous a semblé qu'il y avait un certain nombre d'éléments qu'il fallait redonner pour véritablement réfléchir à ce qui nous semble être un changement de paradigme par les droits culturels. Donc déjà de revenir sur le fait que les droits culturels ne sont pas la demande des consommateurs de culture. On a eu beaucoup ce débat qui est apparu sur la question de l'offre et la demande, avec une logique de politique publique qui évidemment assise sur plutôt une logique d'accès à une offre culturelle, a beaucoup réfléchi autour d'une logique d'apporter des biens et des services culturels. Et les droits culturels ont pu apparaître au tout début comme la logique inverse, c'est-à-dire celle de mettre en avant plutôt la demande et les consommateurs de culture, le dit justement public, qui demanderait enfin et qui serait enfin libre de demander ce qu'ils souhaitent en termes de biens et de services culturels. Or, comme vous l'avez compris dans la brève introduction que j'ai fait autour des textes internationaux des droits culturels, nous ne sommes pas du tout dans cette considération de logique marchande, d'équilibre de l'offre et de la demande de biens et de services culturels, mais bien plutôt avec la question des relations entre les personnes, donc relations fondamentalement non marchandes, relations plutôt de dignité de personne à personne, de logique de partage et de réciprocité, qui doit nous permettre justement de construire une éthique des droits humains. Donc, ils affirment la liberté de création et d'expression, notamment artistique, des personnes, mais plus largement de faire valoir leur référentiel culturel. De la même manière, on a eu cette réflexion autour de droits culturels comme un geste de réparation sociale, c'est-à-dire de droits culturels qui seraient restreints à un certain type de public. Un public plutôt défavorisé, une logique de droit culturel qui serait plutôt une logique d'action sociale. Et là encore, il est à rappeler que les droits culturels sont liés aux questions d'émancipation des personnes, et donc plutôt une réflexion, et c'est pour ça aussi que je relevais l'inscription dans les textes fondamentaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui se donne comme horizon celle de la justice sociale, et qui s'inscrit dans une logique de responsabilité collective. On l'a vu, on n'est pas dans une logique de réparation vers un public qui serait considéré comme exclu, comme défavorisé, mais véritablement sur une question démocratique de comment construire ensemble des formes de prise en compte de l'ensemble des personnes dans la participation à la construction de la vie culturelle. De la même manière, les droits culturels ne se résument pas, même s'ils peuvent être illustrés par cela, à des modes opératoires de création artistique, tels que serait la création ou la programmation participative, comme souvent on le met en avant. Même si ces modes peuvent être intéressants
pour réfléchir à d'autres manières de travailler cette relation digne de personne à personne, nous avons bien compris que le principe des droits culturels est avant tout un principe profondément politique qui configure une éthique avec une implication globale et de multiples dimensions à travailler pour pouvoir les prendre en compte. Donc, évidemment, quand on a dit ça, on comprend que les droits culturels ne s'inscrivent pas dans une perspective sectorielle qui serait celle du spectacle ou même du champ artistique, des arts visuels, etc., mais que nous sommes dans une perspective large d'articulation entre les différentes dimensions que recouvre la dignité humaine et donc l'articulation entre tous les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il y a vraiment à réfléchir à une progression de la dimension culturelle dans tous les droits. Enfin, parce que ça a été également un débat important, les droits culturels n'ont pas vocation à ériger des communautés fermées. Peut-être qu'il y a justement à réfléchir à la question de ce qui est posé derrière le terme communauté. Elle a plutôt... les droits culturels ont plutôt vocation, on vise plutôt à réfléchir à la question de l'université, la question du commun, la question des solidarités comme responsabilité collective en repartant de la question de la diversité culturelle et donc ne pas être dans une logique abstraite mais bien véritablement dans les modes de vie, véritablement considérer les modes de vie de chacun pour réfléchir le rapport entre les personnes et la question du collectif. Donc, vous l'avez bien compris, cela pose évidemment un nouveau référentiel d'action et d'évaluation, notamment dans un monde qui nous oblige à réfléchir de profondes mutations, à réfléchir de nouveaux défis. Donc, c'est ce référentiel des droits culturels, en tout cas pour le collectif, pour une démarche de progrès autour des droits culturels que nous constituons, révèle pour nous vraiment une possibilité nouvelle de construire de nouveaux référentiels qui prennent en compte justement la mutation des pratiques, les recompositions territoriales, mais aussi la question des phénomènes de croissance, d'individualisation, d'une marchandisation beaucoup plus à l'œuvre, de concentration, voire de financiarisation des activités et d'une démocratie qui apparaît de plus en plus comme limitée. Alors que pourtant, on connaît une multitude de dynamiques d'initiatives citoyennes et aussi une capacité de faire de nouvelles articulations entre des processus internationaux et locaux. Donc, ce référentiel des droits culturels peut, à partir d'un certain nombre d'éléments, nous permettre de traduire cela en pratiques politiques nouvelles, que ce soit à travers la considération des personnes, des parcours de vie, la question des relations et des interactions, la question des espaces de débat démocratique pour pouvoir faire véritablement diversité culturelle, la question des réflexions sur les libertés réelles, les principes de justice sociale pour une réelle effectivité des droits. Alors, je vois qu'une personne a levé la main. Ah, excusez-moi, parce que je suis encore un peu récente dans l'usage de l'outil. Alors, je vois qu'a priori, la personne qui a levé la main ne l'a peut-être plus. N'hésitez pas plutôt à poser la question dans le cadre des questions et réponses et j'essaierai d'y répondre tout de suite à la fin de ce premier temps de présentation. Alors pour ça, comme je vous l'ai indiqué, il y a plusieurs expériences en cours sur cette question d'un nouveau référentiel par les droits culturels. La démarche de progrès étant l'un de ces exemples, mais on pourrait également citer la démarche initiée par la région Nouvelle-Aquitaine volontaire pour les droits culturels, la démarche de Paideia, dont d'ailleurs les journées des journées de restitution auront lieu cette semaine, les 22 et 23 novembre à Saint-Denis, ou également l'approche basée sur les droits humains qui sera l'un des objets d'un prochain webinaire, comme je vous le présentais en introduction.
l'accent sur les conventions de l'utilité sociale. Donc, la manière dont l'utilité sociale s'est mis petit à petit à émerger comme notion jusqu'à aujourd'hui être inscrit dans un certain nombre de cadres normatifs, à la fois réglementaires et législatifs. Donc, cette utilité sociale, elle émerge avec une empreinte de la société civile qui se fait de plus en plus forte dans... excusez-moi, je reprendrai la question qui est posée après, parce que sinon j'ai du mal à gérer les deux éléments. Donc, avec une empreinte de la société civile qui se fait de plus en plus forte aujourd'hui, elle est illustrée, cette société civile, par la forte dynamique du fait associatif notamment, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on a près d'1,5 million d'associations qui développent des activités en France, activités animées par près de 13 millions de bénévoles. Et sur le champ culturel, c'est un fait désormais qui porte une dynamique très forte, puisqu'on voit qu'il y avait à peu près un peu plus de 7000 associations culturelles qui avaient été référencées à la fin des années 50, et qu'elles sont aujourd'hui plus de 267 000 associations, dont plus de 35 000 emploient des salariés. Elles illustrent bien cette dynamique des citoyens, cette dynamique des personnes, à cette aspiration à participer à la vie culturelle et plus largement dans les autres champs, à participer au social, à participer au sport, à participer à l'ensemble des activités en fait qui sont menées pour un vivre ensemble dans nos sociétés. Cette utilité sociale, elle naît également dans un contexte qui est marqué par une reconfiguration de l'intervention publique. En effet, on avait depuis longtemps une notion d'intérêt général qui était légitimée par, on va dire, un monopole d'État. Elle se construisait, cette notion d'intérêt général, d'abord par l'État, par la définition que l'État lui donnait et par une intervention publique d'État. Petit à petit, on voit des formes de remise en cause de ce monopole d'État sur l'intérêt général. De plus en plus de réflexions sont menées pour penser une considération d'un intérêt général légitimiste qui doit non pas se constitué comme immuable, mais bien plutôt dans une logique de débat permanent et qui va donc devoir de plus en plus se construire à travers construire socialement à travers des dispositifs de débat démocratique. On voit le processus de décentralisation progresser et le rôle des collectivités territoriales s'affirmer dans la construction également de cet intérêt général. Il y a une progression de la demande des corps intermédiaires à participer de cette logique d'intérêt général, également une demande plus forte de cette société civile qui s'est développée de démocratie participative. Et on va également voir apparaître une forme nouvelle de conduite des services publics, de l'intervention publique, à travers un passage d'un service public plutôt intégré à une logique de délégation de services publics. De la même manière, on voit une logique d'intervention publique qui va passer d'une logique de moyens à plutôt une logique effective, c'est-à-dire une obligation d'effectivité de la responsabilité animée par l'État. Ceci va se conduire dans le même temps avec justement la montée d'une revendication d'initiatives citoyennes qui ne vont se considérer ni du public
ni complètement du public, ni complètement du privé, et qui vont quelque part s'inscrire dans une logique de palliation de l'absence du marché ou de l'État sur un certain nombre d'activités, des endroits de réponse à des besoins ou de défense de droits qui ne trouvent pas justement réponse dans l'apport du marché ou l'apport de l'État à travers la redistribution publique. Et on va avoir des formes en fait d'alternatives, d'innovation de pratiques qui vont quelque part faire le lien avec une culture de l'associationnisme qui remonte au XIXe siècle et qui formait quelque part une extension de la démocratie de l'État par l'action volontaire de citoyens libres et égaux dans des formes d'initiatives collectives issues de la société civile et qui vont se démarquer par une revendication d'égalité dans les formes de relations et d'entités collectives, mais également d'une inscription dans des formes de non-lucrativité ou d'activités à but non lucratif et dans des formes également de logique non marchande ou en tout cas où le marché n'est pas l'unique dimension qui permettent de construire ces activités. En effet, excusez-moi, qui permettent de construire ces activités qui, quelque part, justement, vont demander à s'inscrire, je le disais, dans cette extension d'une logique démocratique pour participer à la construction d'une conception d'intérêt général qui, en France, a, se dispute entre une conception utilitariste et volontariste. J'ai repris sur cette diaporama, sur cette diapo, excusez-moi, des éléments qui sont issus du rapport public réalisé par le Conseil d'État en 99 sur l'intérêt général et sur lesquels on voit bien qu'il y a toujours cette tension entre deux visions de la démocratie. D'un côté, une démocratie de l'individu qui tend à réduire l'espace public à la garantie de coexistence entre des intérêts distincts et parfois conflictuels de diverses composantes de la société. Et on sera plutôt sur une logique utilitariste ici, sur une logique d'articulation entre les différents intérêts particuliers. Et puis, une autre conception, plus proche de la tradition républicaine française, qui est une tradition plus légitimiste de l'intérêt général et qui fait appel à la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la liberté de former ensemble une société politique. Et le Conseil d'État rappelle à cet endroit-là que ce n'est pas en valorisant des finalités qui privilégient surtout le particularisme des intérêts particuliers que la société va pouvoir développer un espace où l'universel justement puisse emporter sur le particulier, mais c'est bien plutôt en reposant la responsabilité des personnes elles-mêmes dans l'espace démocratique que l'on va pouvoir encourager les citoyens libres à se réapproprier les valeurs de solidarité, ciment du bien vivre ensemble de la société. Et donc, on voit bien ici qu'il y a une réflexion posée même au niveau du Conseil d'État sur la manière dont on peut aujourd'hui penser la conception de l'intérêt général et dont elle va devoir quelque part se co-construire socialement à travers un regard d'une diversité ou des espaces qui permettent justement l'articulation de différents regards issus des différentes composantes de la société. Et c'est quelque part dans ce cadre-là, dans ce contexte de recomposition
des conceptions de l'intérêt général pour penser un intérêt général qui transcende les personnes et les intérêts particuliers, que l'utilité sociale va apparaître comme une capacité justement d'une certaine typologie d'acteurs, en l'occurrence, comme je vous le disais, ces acteurs qui revendiquent, d'initiatives citoyennes issues de la société civile, qui revendiquent une culture, quelque part, du collectif et de défense de droits, que va émerger le concept d'utilité sociale. En effet, ces acteurs qui revendiquent de pouvoir participer à travers leurs initiatives à la construction de nouvelles solidarités, à la construction de nouvelles formes de collectifs, à la construction de nouveaux apports à la société de manière, en exerçant justement un certain nombre de valeurs, vont essayer de se faire reconnaître, de faire reconnaître leurs actions et leurs activités à travers différentes notions qui petit à petit vont marquer l'émergence de ce concept qu'est l'utilité sociale. Il le propose à travers une construction assez historique, c'est-à-dire que cette notion d'utilité sociale va apparaître à travers certains textes revendicatifs, petit à petit, dans la manière dont ils valorisent un certain nombre d'actions. Et puis, elle va, à un moment, être marquée dans des textes réglementaires et, en l'occurrence, par la dimension fiscale, puisqu'elle apparaît dans l'arrêt du Conseil d'État du 30 novembre 1973 pour définir ce qui peut faire l'utilité sociale d'une activité. Et pour la première fois, les deux conditions de non-lucrativité d'une action, c'est-à-dire la gestion des intéressés et le réinvestissement des excédents dans le projet de la structure qui conduit l'action, sont jugées insuffisantes pour l'exonération fiscale, et on va introduire une troisième condition autorisant l'exonération fiscale, celle du coût nettement inférieur à ce qui se pratique sur le marché ou l'absence de services équivalents fournis par le marché. C'est le premier signe, on va dire, enfin peut-être pas le premier, mais c'est le signe de la nécessité d'une régulation entre le marché et le champ associatif dont on a vu l'expansion dans ces années-là. Cette logique fiscale qui commence à se construire, elle sera réaffirmée à travers l'instruction fiscale du 27 mai 77, puis celle de septembre 98. Petit à petit, la logique fiscale va introduire qu'une association dont la gestion est désintéressée et qui exerce une activité économique peut être exonérée au nom de son utilité sociale si elle exerce dans des conditions différentes du secteur privé lucratif, selon ce qu'on a appelé les 4 P, c'est-à-dire une dimension de différenciation sur le produit, une dimension de différenciation sur le prix qui est exercée. Par exemple, est-ce qu'elle propose des prix qui prennent en compte la difficulté de certaines catégories de personnes, hein, est-ce qu'elle différencie également son activité en fonction du public visé? Est-ce qu'elle va essayer d'avoir des actions particulières sur des publics peut-être qui sont dans des difficultés ou qui sont fragilisés? Et puis sur la publicité, donc là c'est plutôt une logique de restriction par rapport à une communication de son action. Cette logique des 4 P, on la retrouve jusqu'à aujourd'hui, hein, puisqu'elle se décline dans d'autres, on va le voir, elle a gardé une capacité
de normalisation assez forte. En tout cas, on l'a retrouvée dans le champ culturel au moment de l'instruction fiscale de 98 et notamment les réseaux qui constituent l'UFISC, mais pas seulement, ont d'ailleurs travaillé avec le ministère des Finances, les services de Bercy, justement pour définir des fiches techniques fiscales pour le champ associatif, culturel, des associations de la création artistique et de la diffusion artistique, qui puissent justement indiquer ce qui fait utilité sociale à travers les 4P pour ce type d'association. Mais au-delà de cette définition par la fiscalité, le champ des acteurs, notamment associatifs, mais plus largement des structures dites d'utilité sociale, vont continuer à réfléchir à la manière dont ils peuvent faire émerger ce concept d'utilité sociale pour se faire identifier par les politiques publiques, pour également avoir des dispositifs d'intervention publique qui puissent s'asseoir sur ce faisceau d'indices que commence à constituer l'utilité sociale, et ils vont y travailler également par le lien avec la dimension sociétale et la notion d'intérêt général qu'ils vont contribuer à réinterroger. Alors, ces différents rapports qui vont pouvoir être construits durant les années 90, et je pense notamment au rapport du Conseil national pour la vie associative qui va produire un certain nombre de faisceaux d'indices justement autour de l'utilité sociale, ces indices étant notamment la question de la primauté du projet, la finalité de l'action de l'association, le fonctionnement démocratique de l'association, l'apport social de l'association à l'activité, dont les indicateurs d'appréciation d'ailleurs ne se mesurent pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes de valeur, la question de la non-lucrativité, de la gestion désintéressée, également la capacité à mobiliser la générosité humaine, la question de la mixité des publics et de l'ouverture à une diversité de publics, des secteurs d'intervention peu ou mal couverts, ou l'existence de financement public ou parapublic, ainsi que l'existence d'agréments dans le champ du public. Excusez-moi, j'ai un petit souci de... Voilà. Ah, je crois qu'il y a eu un petit souci. Excusez-moi, je ne retrouve pas ma diapositive. La voici. Voilà. Donc ça, c'est le rapport du Conseil national de la vie associative qui va avoir un aspect qui va avoir une logique assez prépondérante puisqu'elle réunit beaucoup de familles de la vie associative qui vont, comme vous l'avez compris, commencer à dessiner à travers ces faisceaux d'indices le concept d'utilité sociale. Et ces années 90-2000 seront aussi marqués par d'autres rapports, notamment je pense au rapport d'Alain Lipiès et de Jean Gadré, qui vont faire des rapports, donc Jean Gadré typiquement sur l'utilité sociale, mais également Alain Lipiès sur la notion de tiers secteur et d'économie sociale et solidaire, qui vont petit à petit conduire à proposer des lectures de ce que sont l'utilité sociale, de ce que sont ces initiatives d'économie solidaire, de ce tiers secteur et des actions qui conduisent pour essayer de bâtir ce référentiel. Au-delà de ça, on aura également un certain nombre de politiques publiques qui vont commencer à se manifester, la prise en compte de cette terminologie d'utilité sociale. Je pense notamment aux politiques de l'emploi et notamment des aides à l'emploi. On pourrait penser aux emplois jeunes, de dispositifs nouveaux services, nouveaux emplois, qui justement fait référence aux structures d'utilité sociale pour accorder un certain nombre des aides à l'emploi. Et ce terme d'utilité sociale va apparaître petit à petit dans un ensemble d'autres lois ou réglementations dans le champ de la solidarité, dans le champ social ou dans le champ
de l'emploi. Donc, petit à petit, on a une notion d'utilité sociale qui se construit comme un outil pour à la fois donner proposer des logiques d'appartenance ou de revendication à une alternative, à une autre manière de faire, à construire d'autres modes de faire dans le champ sociétal. Également, un outil d'utilité sociale comme reconnaissance entre pairs. Donc, on se construit entre soi des mécanismes pour reconnaître ce qui, quelque part, forme les logiques, ce qui va devenir les logiques d'économie sociale et solidaire. Mais c'est aussi un outil qui, très rapidement, est saisi comme un référentiel de valeur qui va permettre une progression des pratiques. Donc, on a aussi besoin de ces dimensions-là, de ce faisceau d'indices, pour s'interroger, se questionner en permanence sur ses propres pratiques, puisque le propre de ces initiatives citoyennes est de se responsabiliser par rapport à un ensemble de valeurs et d'essayer de construire des pratiques qui s'affirment dans cette logique de valeurs. Et enfin, vous l'avez bien compris, l'utilité sociale est un instrument de dialogue avec le cadre normatif, politique et financier qui, petit à petit, s'imprègne dans un certain nombre de ces cadres. Donc, par rapport au champ artistique et culturel, ça va rentrer un petit peu en tension avec un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de postures ou même de cadres un peu normatifs qui sont posés dans le champ artistique et culturel, puisque évidemment, nous le connaissons tous en tant qu'acteurs artistiques et culturels, on va revenir un petit peu à cette tension entre institutionnelle historique entre les logiques d'éducation populaire et des logiques de démocratisation et d'expression artistique. On a plutôt dans le champ artistique des notions ou un discours qui se forge autour de la question de l'inutilité de l'art, donc des logiques de l'art pour l'art au sens d'une nécessité de pouvoir valoriser la question de la création artistique, de l'expression artistique en tant que telle, mais de fait la terminologie d'utilité est plus difficile à saisir. On a l'impression de plutôt aller vers une logique utilitariste. Et donc, il y a une nécessité de réinterroger ce terme de l'utilité. Et en plus, on est parfois sur plutôt une logique de prisme du talent. Et donc, la question de la diversité, la question de l'expression des personnes est plus mise en retrait. On a évidemment le fait d'une invisibilité de la logique associative qui poursuit très longtemps le champ artistique et culturel, puisque par exemple, la licence d'entrepreneur de spectacle n'est accordée aux associations de spectacle que très récemment, dans les années 80. Donc, il y a tout un moment où cette expansion du champ associatif est relativement niée. Et puis, on a aussi une légitimité de ce champ artistique et culturel qui s'inscrit plutôt dans une dynamique ou dans une logique, une approche nationale qui a du mal à prendre en compte justement la logique ascendante territoriale et dans un découpage qui reste encore aujourd'hui très marqué par une distinction publique, d'administration publique et une logique de privé lucratif. On en voit jusqu'à encore aujourd'hui, si on prenait le rapport de Roch-Olivier Mestre sur le Centre national de la musique, on a vraiment toujours ce découpage public-privé qui invisibilise totalement ces initiatives plutôt issus de la société civile et se revendiquant plutôt d'un espace et d'une logique démocratique et justement d'utilité sociale. De plus, donc, les objectifs d'utilité sociale tendent à dépasser la mission publique que s'est donnée le ministère de la Culture, de rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, puisqu'on tend justement à aller au-delà de la question de l'accès aux œuvres pour plutôt prendre en compte, comme vous l'avez compris, un ensemble de dimensions qui sont à travailler dans une action et dans une structure qui se revendiquerait de l'utilité sociale pour aller
sur des logiques plus larges autour des questions de démocratie, des questions de désintéressement, des questions de solidarité, des questions d'apport à la société dans son ensemble à travers les logiques artistiques et culturelles, notamment. Donc, c'est quand même petit à petit l'émergence d'une forme de tiers-secteur culturel de l'économie sociale et solidaire qui revendique justement la primauté de la diversité culturelle, de la coopération et des initiatives d'intérêt général, qui va petit à petit conduire à prendre en compte aussi dans le champ artistique et culturel cette notion d'utilité sociale. Et c'est pas pour rien que tout à l'heure je vous parlais des fiches techniques fiscales, parce que l'UFISC notamment est vraiment né de ce moment quelque part où l'utilité sociale est apparue dans un texte régulant très fortement le champ associatif, artistique et culturel, et donc justement à travailler, à essayer de définir ce que pouvait être l'utilité sociale dans le champ artistique et culturel, ce qui s'est poursuivi notamment avec le manifeste pour une autre économie de l'art et de la culture qui a été publié en 2007. Alors, cette question de l'utilité sociale, elle voit justement l'émergence depuis 30 ans d'une convention, ou de plusieurs conventions d'ailleurs, pour essayer de la définir. Il y a ce rapport que je citais de l'utilité sociale de Jean Gadret qui a permis de donner lecture d'un ensemble de conventions qui sont exprimées par les acteurs eux-mêmes autour de ce qui constitue l'utilité sociale, puisque, comme le rappelle Jean Gadret, les conventions mettent l'accent sur le rôle des règles et des normes sociales dans les pratiques économiques, en pensant que ces règles sont implicites, qu'elles semblent aller de soi, mais c'est parce qu'elles ont intégré antérieurement les cadres cognitifs des acteurs. Justement, elles sont des conventions qui ont intégré des règles que petit à petit les acteurs ont bâties, ont construit et se sont donnés, ont accepté entre eux. Et ça s'est notamment illustré à travers les démarches de progrès qui ont été développées dans le champ de l'économie solidaire et qui sont des formes de volonté d'amélioration continue des pratiques des acteurs de l'économie solidaire. On les reverra dans un prochain webinaire, ou les guides d'évaluation de l'utilité sociale qu'on a également vu apparaître. On a également des formes qui commençaient à définir ce que pouvait être l'utilité sociale, comme par exemple dans l'apparition des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont notamment pour objet la production ou la fourniture des biens et des services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Et pour apprécier ce caractère d'utilité sociale, on devait tenir compte, enfin le préfet en l'occurrence qui apporte l'agrément, devait tenir compte des besoins émergents ou non satisfaits, de l'insertion sociale et professionnelle, du développement de la cohésion sociale ou de l'accessibilité aux biens et aux services proposés par la structure. Donc, c'est bien ce partage des constats, l'émergence dans les politiques publiques et comme revendication des acteurs pour une reconnaissance de l'économie sociale et solidaire pour l'utilité sociale. Donc, ça met en tension quand même un certain nombre d'éléments entre logique instituante, de convention de règles entre acteurs et en même temps logique de normalisation qui commence à s'exprimer dans les politiques publiques. Donc, on va avoir diverses définitions d'utilité sociale aujourd'hui et différentes méthodes d'évaluation également. Donc, à noter, parce que dans le cadre justement de cette normalisation, il y a une étape importante qui a été passée depuis 2014, avec notamment l'inscription législative et réglementaire de l'utilité sociale à travers la loi relative à l'économie sociale et solidaire. L'article 1 du périmètre de l'économie sociale et solidaire y fait référence, et surtout l'article 2 définit ce qu'est l'utilité sociale. Mais cet article n'est pas le seul à faire référence à l'utilité sociale, ou en tout cas à faire référence à ce faisceau d'indices qui s'est construit tout au long de ces dernières années autour de l'utilité sociale, puisque nous avons également dans la loi un article 3
qui exige la rédaction d'un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui élargit la notion de l'utilité sociale. Ou encore, on pourrait parler de l'article 11 sur l'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale, qui là aussi va amener des éléments de nécessité de respect d'un certain nombre de conditions pour des entreprises qui souhaiteraient disposer de cet agrément à travers notamment des questions d'encadrement des salaires ou de redistribution des excédents. Donc, je vous ai juste mis sur la diapositive suivante la définition donnée actuellement par la loi de l'utilité sociale, puisque peut-être elle pourrait voir, on a été soumis à quelques propositions dans le cadre du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire dans lequel nous siégeons à travers le mouvement pour l'économie solidaire, à des modifications pour certains articles qui pourraient l'être dans le cadre de la loi Pacte actuellement en discussion, mais jusqu'à maintenant sont considérés comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi. Les entreprises ont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des trois conditions, c'est-à-dire apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité de leur situation économique ou sociale ou du fait de leur situation personnelle, contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, ou enfin concourir au développement durable, mais sous réserve que cette activité soit liée à l'un des deux objectifs mentionnés précédemment. Donc, pour ceux et celles qui peuvent nous rester encore en ligne pendant un petit quart d'heure, je vous propose une petite incursion dans le champ de la question de l'évaluation avec une réflexion sur l'évaluation dans le champ des services et des relations, parce que ce que je n'ai peut-être pas suffisamment précisé lorsque j'ai parlé de l'émergence du concept de l'utilité sociale, c'est qu'aussi il arrive avec l'émergence du phénomène de tertiarisation de la société et des activités économiques. Et donc, on est de plus en plus dans une nécessité de pouvoir évaluer des services et des relations et non plus des productions de biens. Et là, je voulais vous faire juste écouter, j'espère que ça va fonctionner, un apport de Florence Janicatrice, qui est spécialisée dans la question de l'évaluation et sur les questions d'utilité sociale et qui est une ressource particulièrement intéressante que je vous invite à aller voir. Voilà, donc je vais essayer de vous faire écouter cette partie d'une présentation que Florence Janicatrice a fait justement dans le cadre d'un cours sur les questions d'utilité sociale et d'évaluation. Je pense que c'est une de mes thèses, portée aussi par des personnes de mon laboratoire, parmi lesquelles Jean Gadret, la tertiarisation des économies depuis les années 50, puisque la tertiarisation des économies ne date pas d'aujourd'hui, pose de redoutables questions théoriques et pratiques à l'aune de ce régulateur qu'était ou qu'est la productivité. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, la production économique, ce n'est plus du tout produire des volumes de quantité de biens industriels. Si vous avez ça dans la tête, et on l'a souvent dans nos représentations collectives, nous nous trompons. Aujourd'hui, la production économique, c'est d'abord soigner, c'est accompagner les gens, c'est les éduquer, c'est les aider, c'est transférer de l'information, c'est conseiller, c'est informer, c'est etc. etc. C'est aider, je l'ai dit aussi. Et autrement dit, tout cela représente presque
il s'agit de ça. Soigner, accompagner, éduquer, aider, conseiller, etc. etc. Et lorsqu'on essaie… Excusez-moi, j'ai cru comprendre que vous aviez perdu une partie du… Je vous remets une partie. J'engagerai, informer, c'est etc. etc. C'est aider, je l'ai dit aussi. Et autrement dit, tout cela représente presque 75% de l'ensemble de l'activité économique. Donc c'est loin d'être une activité marginale, l'ensemble de ces activités. Donc il ne s'agit plus de produire des biens, ça ne veut pas dire qu'on n'en consomme pas. Vous savez qu'il y a des échanges avec l'international. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle avec ce mot un peu grossier de tertiarisation, il s'agit de ça. Soigner, accompagner, éduquer, aider, conseiller, etc. etc. Et lorsqu'on a tenté alors que la productivité était un concept industriel, lorsqu'on a tenté d'appliquer de manière homologique ce concept de productivité dans les activités de service, alors on a été confronté, pas tout de suite les économistes parce qu'ils sont souvent lents à l'allumage, mais d'abord un peu les sociologues et puis d'autres sciences sociales et puis aussi les pratiques sociales en entreprise ont été confrontés à de redoutables questions, parmi lesquelles, finalement, si on dit que les gains de productivité, c'est un volume de production sur les efforts qu'il faut consentir pour le produire, qu'est-ce que c'est qu'un volume de production dans les activités de service? Un volume d'éducation, qu'est-ce qu'une unité de production dans l'éducation? Moi, je ne sais pas bien. Qu'est-ce qu'un volume de santé? Je ne sais pas bien. Qu'est-ce qu'un volume de conseil? Je ne sais pas non plus. Et si vous me dites que ce sont des heures travaillées, je vous dirais vous vous trompez. Parfois on se trompe, parce que les heures travaillées, c'est les efforts pour fabriquer ce que l'on veut faire. Et donc, il y a des difficultés croissantes de la statistique publique, c'est les travaux que je… Voilà, je voulais vous faire écouter ce petit passage que nous propose Florence Janicatrice. D'une part parce que voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo dans son entier parce que elle est vraiment extrêmement intéressante sur justement la manière dont on va pouvoir repenser les questions d'évaluation. Mais en plus parce que évidemment, elle nous parle directement de ce que nous avons vu auparavant sur les questions de droit culturel et d'utilité sociale, c'est-à-dire aujourd'hui la manière dont on va pouvoir sortir d'une forme de réflexion de l'évaluation pensée dans une logique industrialiste de productivité comme elle le dit, c'est-à-dire notre difficulté à comprendre ce que c'est qu'un volume de production de services si ça n'est pas des heures, comme elle le dit, des heures travaillées, si ça ne constitue pas simplement une manière à un moment donné de penser les choses de manière quantitative. Ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de mal à aujourd'hui penser en effet ce qui fait santé, en quoi on est en meilleure santé, en quoi on a plus d'éducation à travers les services d'éducation. Et de la même manière, on pourrait se dire aujourd'hui, au travers de la question du référentiel des droits culturels ou de l'utilité sociale, en quoi on a augmenté le pouvoir d'agir, les capacités, la progression du développement des personnes lorsque l'on propose des services de culture. Et on voit bien immédiatement que la question des heures travaillées, par exemple, pour ce faire, ne sera pas suffisante, que la quantité d'œuvres proposées, par exemple, ne sera pas non plus suffisante, comme ne sera pas suffisante la question de se dire qu'il y a tant de personnes, un volume de personnes rassemblées à un endroit donné, par exemple, si on compte le volume de public, pour se dire qu'on a véritablement réussi à traduire le fait que telle production de services va pouvoir véritablement engendrer une utilité sociale ou une effectivité des droits culturels. Et ce qui est intéressant dans ce que propose la suite de la vidéo de Florence Janicatrice, notamment, c'est qu'elle nous rappelle qu'il y a une confusion très souvent entre la manière de penser la question du processus, et donc on va réussir à cet endroit à saisir un certain nombre de données quantitatives lorsqu'on va dire il y a tant de personnes qui ont travaillé dessus, tant d'heures travaillées, tant de réunions qui ont été faites, et la réalité du résultat qu'on a véritablement du mal à percevoir, du mal à valoriser. De la même manière, cette question de la prise en compte nécessaire de la coproduction qu'on ne va pas retrouver dans la logique de biens et de services au sens industriel, puisque dans le champ du service, le producteur
dans le champ de ces services, notamment culturels, mais aussi d'éducation, de santé, est vraiment inscrit dans la relation entre les personnes, entre celui qui fait l'action et celui qui la reçoit. On n'est plus justement que simplement sur une logique d'émetteur-récepteur, puisque la personne qui reçoit, par exemple, le service culturel doit être lui-même en action pour que cette activité puisse faire effet. Et donc, c'est vraiment la question du partage et de la relation entre les personnes qui va être décisif pour penser la réalité de la mise en effectivité du service proposé. Et donc, on va revenir véritablement sur les questions fondamentales de la qualité de la relation qui est posée et de la capacité à réfléchir et à donner à voir le développement des personnes. Dans le cadre de cette réflexion autour de l'évaluation que nous oblige à mener aussi bien les dimensions autour des droits humains, les dimensions autour de l'utilité sociale, et on le voit autour de cette question de réfléchir aujourd'hui des activités qui mettent au centre de l'action la question de la relation entre les personnes. On va devoir réfléchir justement à ce qui fait évaluation. L'évaluation, c'était d'abord émettre un jugement. C'est d'abord dire la valeur justement de quelque chose, d'une action, d'une activité, ici d'une relation par exemple, ou d'une capacité à créer justement des capacités. Et elle suppose un débat contradictoire. Aujourd'hui, on a tendance à verser, justement, issu d'une logique peut-être empruntée à une économie forgée autour des questions plutôt industrielles et du marché, on a tendance à forger une évaluation qui serait plutôt celle de la mesure, c'est-à-dire d'une capacité de penser une vérité objectivable par des méthodes d'expertise. Donc, on va aller associer plutôt des logiques de type scientifique ou de type quantitative et qui, comme vous le comprenez, nous sort d'une réflexion qui était plutôt celle de la démocratie, qui était plutôt celle de penser une logique de donner à voir des regards sur des manières de penser des vérités qui supposent justement, pour donner de la valeur à des choses, un débat, un dialogue, un espace de confrontation quelque part des valeurs et qui nous rapproche plutôt des logiques démocratiques. Aujourd'hui également, on est obligé de constater une importance grandissante de la performance économique dans cette question de l'évaluation. On passe même dans le champ des politiques publiques, d'une évaluation des politiques publiques au sens de son rôle de garant de l'intérêt général, à une mesure de la performance des services prestés. Mais si on passe à la mesure des services, de performance des services, comment s'extraire d'une logique justement ou comment réinventer une manière de valoriser et d'évaluer ces services qui ne soit pas inscrite dans la question de la performance économique et de la mesure qui renvoie les citoyens bien trop souvent à une dimension, à leur seule dimension d'usager, voire de consommateur, et qui oblige justement la logique de la relation, la logique de la qualité de la relation, la logique démocratique. Donc, on ne peut que constater des risques multiples aujourd'hui, celle de verser vers une logique de mesure normée, où on aurait justement cette logique quantitativiste beaucoup trop en avant, le passage d'une évaluation de projet de dialogue collectif qui avait pourtant beaucoup émergé, justement de la réflexion autour de l'utilité sociale à une mesure financière de retour sur investissement, et puis une certaine forme de dissolution du dialogue des parties prenantes pour dire la valeur d'une activité à une logique d'expertise externe. C'est pourquoi il paraît indispensable aujourd'hui, et c'est ce à quoi nous vous invitons, comme vous l'avez compris, à travers ce processus de travail, de repenser, de continuer à penser nos méthodes d'évaluation de l'utilité sociale, mais aussi donc de nos différents référentiels. De penser l'évaluation comme dire la valeur, c'est-à-dire poser un enjeu de débat sur des visions, des valeurs, des richesses collectives, à travers des enjeux internes de pratiques et de projets collectifs communs, et puis aussi pour poser, comme vous l'avez vu, l'enjeu de co-construction
des normes, des cadres réglementaires, puisque c'est aussi à partir des règles et des dialogues qui s'instituent dans la sphère citoyenne, dans la sphère de la société civile, que nous pouvons ensuite penser les cadres de régulation de la société dans le champ de l'intérêt général. Et donc, voilà, je vous avais mis un tableau, mais on ne va pas avoir véritablement le temps de le présenter, sur aujourd'hui une tension qu'on voit entre les formes, justement dans cette question de l'évaluation, entre les formes d'utilité sociale et d'impact social. Nous essayerons d'y revenir dans un prochain webinaire, soit sur les démarches de progrès, soit sur le guide des bonnes pratiques qui devrait donc se tenir le guide des bonnes pratiques dans le champ de l'économie sociale et solidaire, excusez-moi, qui devrait se tenir en décembre et en janvier 2019. Dans ce temps qui me reste, je vous incite à consulter deux éléments intéressants également. La vidéo d'Hélène Duclos qui donne un peu à voir justement l'utilité sociale des entreprises, notamment dans le champ culturel. Et puis, cet ouvrage fort intéressant, Évaluer l'utilité sociale de l'économie sociale et solidaire, guide récent de 2014, réalisé dans le cadre d'un projet Chorus acteurs-chercheurs justement dans l'ESS, de Véronique Branger, Laurent Gardin, Florence Janicatrice et Samuel Pinault, qui continue un petit peu justement les manières de donner lecture et d'analyser un peu ce qui s'est fait sur l'évaluation de l'utilité sociale ces dernières années. Voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi. On vous donne rendez-vous au prochain temps de webinaire dont on vous postera la date le plus rapidement possible. Et puis évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à rejoindre ce collectif de travail pour une démarche de progrès autour des droits culturels, à nous le faire savoir. C'est un collectif ouvert, on essaye d'avoir des temps des temps forts, des temps de rencontre, des temps de travail, que ce soit sur le copilotage ou sur des axes plus précis de thématiques comme celui-ci. Donc, si vous, notamment sur celui des référentiels d'évaluation, vous souhaitez y travailler avec nous, faites-le nous savoir et ce sera avec grand plaisir.